Bonsoir à tous, bonsoir Noué et merci pour ce film fantastique, Fragment. On va en parler plus tard, on va parler aussi des autres danseurs, chorégraphes qui ont quand même pendant leur vie montré un engouement pour le film, pour le cadre du cinéma. Mais d'abord un petit mot d'introduction, parce qu'avec Noué, vous savez, il faut être précis. Surtout avec un danseur qui est aussi philosophe et un philosophe qui danse. Mesdames et messieurs, avec 7 pièces de format varié au programme du Festival de Thônes, le chorégraphe Noué Solier, depuis juillet 2020, directeur du Centre national de danse contemporaine d'Angers, s'offre une exposition extra large de son travail. C'est ce qu'on a pu lire dans la presse, mais aussi dans la communication du Festival d'automne. Et ce soir, Noué Solier s'expose ou bien fait partie d'une exposition ici, à la Bourse de la Commerce. Il expose avec des images, fragments et avec ses propres mots. Il a l'habitude d'exposer avec des images, avec des gestes, des mouvements et avec des mots. On l'a vu aussi à la Galerie Lafayette, ou le Lafayette Anticipation, avec une pièce créée d'ailleurs en 2013, où c'était vraiment une pièce où il y a une interaction des gestes, mouvements et des mots. Le récit composé par les œuvres réunies ici dans l'exposition Une seconde éternité explore la polysémie du temps présent. Et dans les 10 dernières années, la relation entre la danse et l'art visuel et la relation entre les conditions théâtrales et muséales ont été beaucoup questionnées, surtout pour ce qui concerne le temps. Et ce nouage entre la danse et le musée, le théâtre et le musée, réfléchit une envie profonde et une nécessité dans notre société de partager le temps du et pour le corps, et de partager cela ensemble avec le public. Et déjà dans cette notion, on peut reconnaître le refus de faire une pièce prête pour la consommation facile. Noué Solier, il est philosophe, il est danseur, il était au Conservatoire de Paris, puis ensuite tu étais au Ballet National de Canada, et puis à Parts à Bruxelles où tu as pu travailler avec Anna-Therese de Keersmaker et tu as d'ailleurs écrit sur Drumming de Anna-Therese de Keersmaker. Donc, quand vous entendez tout cela, Noué Solier, effectivement, il n'aime pas du tout la consommation facile d'une pièce, ni d'une pièce de danse, ni une pièce de texte, n'est-ce pas? Noué, tu te sens ici, nous sommes dans un musée, c'est pas la première fois que tu es présent dans un musée, tu te sens comme pas mal de collègues à toi qui font de la danse réflective, reflective dance, comme Xavier Leroy, mais aussi comme Boris Charmatz et bien d'autres. Tu te sens à l'aise dans un musée? Oui, plutôt, plutôt à l'aise. Mais après, c'est vrai que c'est profondément différent d'un théâtre, à la fois comme espace, mais aussi par les histoires que ça convoque, en fait. C'est-à-dire que je pense que même si même si on installait un théâtre au milieu d'un musée et qu'on donnait exactement la même pièce de danse, au fond, tout l'imaginaire et toute l'histoire mentale qui va être convoquée pour les spectateurs, en tout cas pour moi, est différente si une pièce est montrée dans un musée ou dans un théâtre. Mais en même temps, ces deux histoires, à la fois elles dialoguent et elles dialoguent pas. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'influences et il y a en même temps quand même une sorte de localisation qui est différente et où je pense que effectivement le sens n'est pas le même. Avec la même proposition, si elle est montrée dans un contexte muséal et dans un contexte théâtral, disons. Il y a aussi des collègues à toi comme Jérôme Bell
qui refusent carrément de travailler dans un musée. Et puis d'autres, comme Anna-Thérèse de Kiersmaker, qui ont de plus en plus envie de travailler dans un musée. Anna-Thérèse va danser dans le cadre du Festival de Tonne aussi dans la Grande Galerie du Louvre. Elle prépare d'ailleurs une exposition sur tout ce qu'elle a fait dans les musées. Et quel est pour toi, pourquoi tu as envie de travailler dans des musées? Parce que tu as travaillé en 2017, je pense, au Centre Pompidou. Oui. C'est pas la première fois. Non, c'est vrai, mais par contre, je fais pas tout à fait les mêmes propositions. Parce que une chose qui m'apparaît complexe avec la présence de la danse dans le musée, c'est que ça peut vite être une sorte d'animation, en fait. Souvent, c'est pour le vernissage ou c'est pour... Voilà, il y a l'expo qui est la chose sérieuse, et puis après, il y a une sorte de supplément qui est la performance qui va avoir lieu. Souvent, c'est aussi dans les interstices des musées, dans les halls, dans les escaliers, un peu partout. Il y a une vraie hiérarchie, en fait. Et il y a pas, enfin, ça dépend. Il y a beaucoup de tentatives de remettre en cause, de travailler cette hiérarchie, mais dans les structures même de ces institutions, les rôles qu'ont les curateurs qui programment les expositions, les rôles qu'ont les curateurs qui programment les événements, les budgets qui sont, etc. C'est pas la même place. Et l'autre chose que je trouvais intéressante, c'est que pour s'adapter, si je puis dire, au mode de monstration du musée, par exemple les rétrospectives de Tino Segal ou de Xavier Leroy ou d'Anne-Thérèse de Kersmaker, il y avait cette présence continue en fait des danseurs du rationnel. Et là, il y a quelque chose de très différent d'une performance où on va partager non seulement un même espace, mais aussi un même temps avec le public. Et ce que je trouve complexe dans cette situation-là, c'est que il y a une sorte d'objectification quand même de la performance et des performeurs qui sont montrés avec le même régime d'attention qu'ont d'habitude des objets en fait. Et en fait, c'est logique aussi parce que finalement, quand le théâtre est très contraignant, c'est un horaire fixe, ça bloque les gens, c'est beaucoup moins. Il y a quand même une situation frontale, il n'y a pas ce régime de l'individu qui est quand même le régime du musée. Exactement. Et donc il y a quelque chose de très archaïque dans le théâtre, dans le sens où c'est une communauté et qu'on est dans une société qui est plutôt une société à la fois de plus en plus individualiste, mais aussi de plus en plus fluide, au sens où même, je dirais, la radio, maintenant, on n'a pas besoin de l'écouter à un moment donné, on peut réécouter en amont, en aval, enfin, en fait, les choses sont disponibles pour nous quand on en a envie, en fait. Et quand on va voir une exposition, on peut aller dans une salle, voir la salle d'après, si on veut, on peut revenir en arrière. Si on va voir Hamlet et qu'on sort pour aller aux toilettes, ben, on va rater un morceau et ça se reproduira plus, en fait. Donc il y a quelque chose quand même de ce temps passé ensemble qui est assez précieux, qui est aussi très coûteux, en fait, à la fois économiquement. C'est pas du tout efficace comme manière de partager les œuvres, beaucoup moins qu'une exposition. Il n'y a pas d'effet d'échelle. On peut pas une expo, une fois qu'on l'a installée, après plus il y a de gens qui la voient, plus c'est rentable, disons. Mais là, il n'y a pas cette possibilité-là. On peut augmenter la taille du public éventuellement, mais finalement, le théâtre, ce qui est un peu absurde, c'est si on fait 2 représentations, ça coûte presque aussi cher. Enfin, ça coûte presque deux fois plus cher qu'une représentation. Exactement. Là, ça devient vraiment très pratique, mais je pense que lié à ce coût, il y a quelque chose de très archaïque, mais d'assez précieux dans ce temps partagé ensemble, en fait. Et donc, en fait, quand j'avais fait cette proposition au Centre Pompidou, Performing Art, c'était l'idée de renverser cette logique-là. Donc, c'était une exposition avec une vingtaine d'œuvres de la collection du Centre Pompidou. Et j'avais fait en quelque sorte la curation de cette exposition, mais j'avais aussi choisi les œuvres pour les gestes et les mouvements qu'elles déclenchaient, en fait. Mais donc, pour toi, la situation idéale pour pouvoir présenter une pièce, une chorégraphie, ça reste quand même le théâtre. Pas forcément, parce que on peut présenter des pièces dans un musée ou dans toutes sortes d'espaces de manière non durationnelle. À partir du moment où le temps il est partagé, où c'est le même, pour moi, on est à nouveau dans une situation, alors pas théâtrale de la même manière, c'est vrai que ça fait pas, mais on est dans une situation qui impose les mêmes contraintes à ceux qui performent et à ceux qui regardent, en fait.
Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que par contre, l'espace muséal, il offre beaucoup de possibilités par rapport au fait de briser Et le temps du musée qui offre beaucoup de possibilités à des danseurs comme toi qui s'intéressent pour cette éthérisation du temps, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que il peut y avoir à la fois un temps très court, il peut y avoir aussi un temps plus long. Par exemple, un projet comme Continuous Project Altered Daily de Yvonne Rainer, il y a une sorte de chorégraphie qui est pensée sur 3 semaines. Enfin, une dramaturgie, une composition qui est pensée sur 3 semaines. Yvonne Rainer, la danseuse américaine, est une de tes grands exemples, n'est-ce pas? Oui. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment transformer l'approche du mouvement. Avant qu'on arrive avec les exemples, quand même encore une question, c'est qu'en 67, Robert Smithson et Alan Caproff parlent du fait qu'il faut quand même rendre le musée beaucoup plus vivant. Il y a le happening, il y a la performance, et puis les collègues de ces deux artistes, en outre donc les danseurs dont on parle, Simone Forti et les autres, ils commencent à travailler aussi avec l'espace muséal. Au début, ce n'était pas les musées classiques, évidemment, mais c'était off-spaces, par exemple Judson Church à New York. Et quand même, on voit très bien dans ce chapitre, pour rendre le musée plus vivable ou bien plus vivante, qu'on commence à parler de museum dance. Est-ce que, avec des jeunes chorégraphes comme toi, on est de nouveau déjà, disons, plus loin, est-ce que c'est déjà la fin du Museum Dance? Parce que tu n'es pas le seul qui s'exprime d'une façon, je ne dis pas pessimiste, mais qui dit, écoute, oui, maintenant on a vu ça, mais vous avez aussi des problèmes avec nous, les musées. Parce que tout d'un coup, les danseurs ou les chorégraphes qui ont cru que le Museum Dance pouvait leur fournir quelque chose, ils deviennent de plus en plus frustrés parce que ils ne sont pas invités comme dans les festivals et les théâtres. Ils ne sont pas invités chaque année, tous les 2 années, dans un musée pour la création d'une pièce. Tandis que nous achetons tous les 2 ans une pièce de Madeleine Dumas ou Luc Thurmans. Et donc j'entends de plus en plus des danseurs qui disent « Mais enfin, pourquoi je ne suis pas bienvenu chez vous tous les ans, tous les 2 ans ?» En tout cas, pour moi, ce serait impossible de développer Enfin, le type de travail que je développe, il est ancré dans un réseau de production et de diffusion qui est celui de la danse. Et si j'essayais de développer le même travail dans le cadre muséal, ce serait très compliqué. Ce serait pas possible, je pense. Donc pour moi, le cadre muséal, c'est un endroit où je peux aller tester certaines choses, où je peux aller explorer certaines choses que je peux pas faire, en fait, dans le théâtre. Donc pour moi, il y a quelque chose d'assez complémentaire, en fait. Et d'ailleurs, on parle du théâtre, mais le théâtre, c'est aussi très varié. Si on fait quelque chose pour une maison d'opéra, dans un opéra à l'italienne avec 1300 places, ça n'a rien à voir avec une petite salle de 200 places, comme ici, par exemple. Donc je pense qu'il y a différentes... il y a différents contextes, en fait. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de travailler chacun de ces contextes et de voir qu'est-ce qui est possible d'y faire, comment il est possible à la fois de les modifier, de les transformer, et en même temps, qu'est-ce qu'ils permettent dans une exploration, pour le coup, du geste, du mouvement que j'essaye de développer à travers toutes ces plateformes, en fait. Tu es quelqu'un qui vient de cette génération qu'on appelle reflective dancers, et quand même, tu es un des rares qui tient aussi à ce langage de la danse classique. Tu t'y connais très bien. Quand on lit des textes, actions, mouvements et gestes, pour des gens, même pour moi qui m'intéresse à la danse, mais c'est quand même c'est un langage qui est assez spécialisé. Tu es aussi un danseur classique, je peux le dire quand même, n'est-ce pas? Et comment ça se fait que... Donc, c'est une combinaison qui est tout à fait possible. Pour moi, oui, parce qu'en fait, je pense que j'arrive juste après cette génération de reflexive dance, en fait, parce que c'est vrai que... Reflexive dance, donc Xavier Leroy, Boris Charmat, Jérôme Bell, oui. Esther Salomon, enfin, il y a ça, c'était vraiment la génération avant moi. Enfin, quand eux ont développé leurs travaux, j'étais encore à l'école de danse, si je veux dire quoi. Et je pense qu'ils ont été, en fait, ils ont
importé, je dirais, dans le champ de la danse et de la performance, un certain nombre de problématiques qui avaient déjà été travaillées dans les années 60-70, à la fois dans le champ de la performance et le champ muséal. Et ils les ont développés différemment, et ils ont développé d'autres choses. Ils n'ont pas fait que les importer, bien sûr. Mais je pense qu'ils ont été assez loin dans le questionnement de la définition même de ce qu'était une performance, de faire apparaître en fait les structures en fait de ça, donc de ce côté très réflexif effectivement. Et je pense que ce qui est différent pour moi, c'est que j'essaie vraiment de travailler sur le médium du mouvement, un peu comme certains peintres en fait, ou comme certains photographes. Je pense que je me sens presque plus proche dans un sens du travail de quelqu'un comme la génération de Gerhard Richter, je ne veux pas me comparer à ça, mais c'est juste de ce retour en fait à un travail qui s'ancre dans une histoire qui est très ancienne en fait, au sens où l'approche du mouvement que j'essaie de développer, elle entre en résonance avec l'histoire, avec ce que j'arrive à analyser de l'histoire du développement de la chorégraphie depuis la Renaissance à peu près en fait. Donc de l'évolution, de la manière d'aborder les mouvements, de les définir, de les structurer. Et il y a toute une histoire de ça qui est très très riche, qui est assez mal connue, qui est compliquée aussi de déchiffrer parce que jusqu'à assez récemment, on n'a plus le rapport aux œuvres. Les œuvres à partir du XVIIIe siècle, on peut commencer à le voir parce qu'il y a des partitions qui ont été remontées. Du 19e siècle, il y a des traditions orales sur les ballets classiques, donc et puis il y a ce langage en fait, surtout ce langage de la danse classique que pour le coup j'ai beaucoup pratiqué effectivement moi, et je trouve ce langage très intéressant parce qu'il propose en fait il propose une organisation des possibilités de mouvement du corps dans un espace géométrique orthogonal. En fait. C'est peut-être la manière la plus simple de décrire Donc pour moi, il est très proche du système tonal en musique, par exemple, qui propose une organisation des sons ou de la perspective linéaire. Et après, si on regarde au XXe siècle, il y a beaucoup d'opérations qui sont faites par Mas Cunningham, par George Balanchine, et c'est drôle parce qu'il y en a qui sont plus dans le champ néoclassique, d'autres qui sont plus dans le champ de la danse moderne, d'autres qui sont dans la performance. Mais finalement, il y a énormément de modes d'évolution, en fait, de la manière d'écrire le mouvement. Et je pense que moi, de ce point de vue-là, par exemple, une pièce comme ça s'inscrit dans cette tradition-là, dans cette histoire-là. On va en parler de cette pièce, mais j'aimerais bien te citer dans ce contexte parce qu'on a parlé de Balanchine et puis il y a quand même, après Balanchine, il y a Meurs et tu dis toi-même dans ce livre qui est fantastique, difficile à lire, hein? Je dois être honnête avec toi, tu dis les différentes manières de définir le mouvement présentées dans les pratiques chorégraphiques sont autant de manières d'agir sur soi-même. On peut ainsi viser son propre corps comme un mobile géométrique, par exemple chez Merce Cunningham, comme une structure anatomique articulée chez Anne Halpern, comme un objet physique automoteur chez Trisha Brown, comme un corps sensible, affectif, érotique. Dans cette liste, il y a sans doute aussi d'autres exemples pour toi, comme Simone Forti, Yvonne Rainer, William Forsythe, Anna-Therese de Keersmacher. Donc, il y a après Balanchine, pour toi, tu vois très clair que tu as regardé ceci, puis là, et tu vas mettre presque comme un menu ensemble. Est-ce que je vois ça correct? Pour moi, c'est plus, par exemple, au fond, c'est un peu plutôt une sorte de... J'ai l'impression que pour pouvoir proposer quelque chose moi je trouve stimulant en termes de mouvement. Et de nouveau. Oui. De nouveau. Donc il y a un côté un peu moderniste dans ce projet, qui a aussi quelque chose d'un peu anachronique, parce qu'il y a quelque chose de l'idée de se dire, je vais essayer de... Et pour pouvoir faire ça, pour moi, la condition, c'est d'arriver à poser un nouveau regard, ou un regard qui me soit propre sur cette tradition-là, en fait. C'est en posant une analyse qui va essayer de vraiment comprendre quels sont les principes à l'œuvre chez ces chorégraphes, que je peux les déplacer, les faire évoluer pour proposer quelque chose de différent. Donc il n'y a pas de tentative d'approche éclectique, par exemple de faire une synthèse, une fusion entre différentes approches du mouvement. Il y a plutôt, par exemple, si je veux être très clair, c'est vrai que dans les modes de mouvement que moi j'ai vraiment
traversée. Il y avait surtout la géométrie qui est très présente donc, dans la danse classique et dans toute une tradition moderniste du XXe siècle. Et puis la mécanique qu'on retrouve chez Trisha Brown. Donc le mouvement défini en termes de poids, de force, etc. Et j'avais l'impression que cette mode de définition des mouvements qui existe depuis très longtemps, parce qu'il existe déjà dans le vocabulaire baroque, par des buts pratiques, comme frapper, éviter, lancer, avait été moins exploré, ou qu'il y avait vraiment quelque chose à rechercher là-dedans, parce que c'est un mode de définition qui est très riche, dans le sens où il convoque aussi un tonus musculaire, un certain type d'accélération, un affect, des émotions, etc. Et qu'il y a une possibilité de capturer ça, en fait, dans le mouvement, en tout cas d'avoir une certaine précision par rapport à tous ces paramètres-là, en utilisant ces buts pratiques. Mais je les ai utilisés, en fait, par exemple, ils sont utilisés chez Yvonne Rainer, chez Simone Forti, dans les tâches, dans l'idée, par exemple, de déplacer une pile de matelas sur scène, des choses comme ça. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est d'utiliser ce type-là d'intention chez les danseurs, mais de faire en sorte qu'elle ne soit pas directement reconnaissable par le spectateur. Par exemple, là, dans le film, il y a des séquences de coups où ils vont frapper, mais ils vont frapper avec des parties du corps qui seraient beaucoup trop fragiles pour pouvoir frapper dans la vie réelle, comme la cage thoracique, la gorge, le ventre, etc. Donc, quand on le voit, on ne va pas le voir comme une séquence de coups. On peut sentir qu'il y a peut-être une dimension martiale. Enfin, il y a plein de lectures possibles, mais on ne va pas le voir vraiment comme comme du mime. Je veux dire, comme quelqu'un qui va mimer des coups, quelque chose comme ça. Néanmoins, il y a quelque chose qui est présent en fait dans ces types d'actions-là, frapper, éviter, lancer, qui va être capturé. Et pour moi, ces modes d'action aussi, c'est vraiment des manières d'agir. Par exemple, quand on va frapper un objet, on agit sur le monde extérieur, on agit sur des objets. Quand on évite quelque chose, on va réagir par rapport à un événement qui se produit dans le monde extérieur. Et dans la manière dont on va utiliser l'action de lancer, on va lancer une partie de son propre corps. Donc on vise son propre corps. Et pour moi, c'est ces trois choses-là, agir sur l'extérieur, réagir par rapport à l'extérieur ou agir sur soi-même, c'est voilà, trois grandes catégories de modes d'action, en fait. Et ce que j'essayais de dire dans ce que tu as cité au début, c'est qu'au fond, ce qui me semble vraiment très, très spécifique et très particulier à la danse, c'est que c'est des actions réflexives, au sens où d'habitude, par exemple, si je verse de l'eau, je vais agir sur un objet extérieur à mon corps. Mais si je forme une ligne droite avec mon bras, mon bras, ça devient vraiment la cible de ma propre action. C'est à la fois ce qui agit, mais c'est aussi ce sur quoi j'agis, disons quoi. Et quand je fais ça, ça permet, par exemple, si je fais toute une séquence de mouvements qui sont définis géométriquement, je vais pouvoir m'éprouver moi-même. Je vais pouvoir éprouver la dimension géométrique de moi-même. Je ne suis pas du tout en train de penser à la géométrie si je fais une séquence. Enfin, j'ai pas besoin de penser si j'ai appris la séquence, qu'elle est enregistrée, etc., qu'elle a été automatisée. Mais le fait de bouger de cette manière-là, avec des mouvements qui sont eux-mêmes définis de manière géométrique, ça me met en connexion, si je peux dire, ou ça me permet d'éprouver la dimension géométrique de moi-même. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très profond, que ce soit en le faisant soi-même ou en le regardant. C'est comme ça aussi que tu as essayé d'analyser, je trouve d'une façon très approfondie, précise, le travail d'Anna-Therese de Keersmaeker, le travail drumming. Tu as écrit un essai qui est un des rares essais, je trouve, sur le travail et l'œuvre de Keersmaeker, qui va tellement loin. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris ou tu veux déconstruire, tu veux apprendre, tu veux amener de l'œuvre et de la vocabulaire chorégraphique de Keersmaeker? Dans cet essai, je pense que j'étais très curieux, très très curieux de la manière dont les technologies d'enregistrement avaient transformé radicalement notre rapport au mouvement. Il y a un certain nombre d'innovations en chorégraphie qui sont difficilement imaginables sans l'apport de la vidéo. Par exemple, il y a quelque chose qui est très présent dans le drumming qui est ce qu'elle appelle le rétrograde, mais qui vient de Trisha Brown, qui apparaît dans des pièces de Trisha Brown des années 70, comme Solos Olos, dont le titre est lui-même un palindrome qu'on peut lire dans les deux sens. Mais en fait, l'idée de ça, c'est juste de prendre une séquence de mouvements et de la rembobiner, enfin de la dérouler à l'envers, comme si on rembobinait un film, en fait.
Et je pense que si on n'avait pas eu l'expérience du film, c'était impossible de faire ça. Et c'est intéressant dans cette pièce de Trisha Brown parce que c'est sur la musique de Steve Ray Charming qui a cet effet de phase, enfin le jeu sur le déphasage en fait de deux motifs musicaux, qui est lui-même un produit de l'enregistrement, enfin, c'est-à-dire du fait qu'à un moment il a mis deux enregistrements en même temps qui avaient une durée ou une vitesse de lecture très très légèrement différente et qui a créé ce système de déphasage qu'ensuite il a beaucoup utilisé. Et donc je remonte aussi un peu à l'histoire de la photographie, de Courbet, du réalisme et de la transformation. Et je trouve ça intéressant comment la photographie transforme la peinture, les technologies d'enregistrement sonore transforment la musique et les technologies d'enregistrement visuel transforment radicalement. Ce qu'on a vu aussi dans Fragment. Ce qu'on a vu dans Fragment, parce qu'en fait, là, tout est écrit. Rien n'est improvisé. Tous les mouvements sont écrits. Et ça aurait été impossible d'écrire ça sans passer par l'enregistrement. Là, il y a plein de plis et de replis entre conception du mouvement, l'enregistrement qui permet de fixer en fait la conception du mouvement et qui va elle-même être rejouée pour la caméra et ainsi de suite. Tu n'es pas seul, hein, parce que Maurice Cunningham était très intéressé à ce qui se passe quand il y a une caméra sur les corps de ces danseurs. La même chose pour Yvonne Rainer finalement. Il y a pas mal de gens, Michael Clarke aussi. Il y a beaucoup de danseurs qui s'intéressent évidemment pour ce corps, ou bien pour ce corps du cinéma, parce que finalement c'est ça. Et même dans les pièces qui n'impliquent pas de vidéo, de film, je pense que l'impact du film est énorme en fait. D'abord, il est énorme sur nous tous parce que moi j'ai du mal à imaginer l'époque où on ne pouvait pas revoir deux fois un même mouvement, ce qui était le cas avant d'avoir le film ou la vidéo. Là, on a déjà la capacité de re-regarder deux fois un même mouvement, de le ralentir, de le mettre à l'envers, de travailler notre perception du mouvement d'une manière totalement autre. Et donc, je pense que dans énormément de pièces de danse, d'abord, elles n'auraient pas pu être construites de la manière dont elles sont construites sans l'utilisation de la vidéo comme un outil de fixation en fait, du mouvement, qui va ensuite être réappris par les danseurs. Mais d'autre part, je pense que notre rapport à notre manière même d'observer le mouvement, à notre manière même d'observer la scène, etc., elle est maintenant elle est inséparable en fait. Inséparable, oui. De l'expérience du film en fait, et de la vidéo. Donc, pour toi, le cinéma, ça va de soi dans le sens que la combinaison danse plus cinéma, l'écran, c'est tout à fait normal. Alors, c'était très difficile. C'était difficile pour moi de faire ça parce que, en fait, la raison pour laquelle on a construit ce cadre physique, c'est que je trouve que ça renverse aussi beaucoup la relation entre, on pourrait dire le modèle, mais presque au sens de Bresson, et la caméra. Et ça renverse beaucoup le rapport de force, et du photographe aussi, au sens où d'habitude, le modèle est là, et c'est la caméra qui décide, c'est le réalisateur qui décide ce qui est capturé, en fait. Tandis que là, la caméra était passive, en fait. Le rapport de ce qui était actif et passif était inversé, parce que la caméra était la plupart du temps complètement fixe et passive, et c'était vraiment la personne qui dansait qui décidait, je décide de positionner mon coude dans telle partie de l'écran. Je décide un peu de la même manière que ce qu'on fait d'habitude sur scène, où la scène est passive dans un sens, et c'est les danseurs qui vont décider de la manière de l'habiter, de la structurer, de la composer, en fait. Et ce renversement-là, je le trouvais vraiment intéressant aussi, de faire que ce soit la personne qui est finalement dans la situation aussi de vulnérabilité, de s'exposer, de s'exhiber à l'autre, qui est le pouvoir, en fait, dans un sens de décider aussi comment, à travers quel axe, etc. Parce que, et ça, pour moi, c'est en relation aussi un peu avec l'histoire de la danse, parce que quand on regarde les textes sur la danse, les textes de Mallarmé, par exemple, etc., il y a cette idée qu'en fait, la danse serait une sorte de transe, en fait, et que la danseuse, d'habitude c'est une danseuse d'ailleurs, est un médium, mais qu'en fait, elle contrôle pas, en fait, c'est ça lui. Et c'est étonnant parce que, et donc en fait, c'est le spectateur poète qui lui-même, finalement, est le véritable créateur de la danse par la manière dont il la regarde.
Alors qu'en fait, c'est pas, enfin, c'est un vrai renversement. Non, la danseuse qui est sur scène, euh, voilà, il y a que Mallarmé observe. Non, c'est elle qui construit cette chorégraphie. C'est pas quelque chose qui lui arrive, en fait. Je veux dire, c'est quelque chose qui est aussi créatif, aussi créé, aussi. Et donc il y a un enjeu pour moi aussi à ce moment-là. Ce soir, j'ai dû penser, quand j'ai donc vu la version, disons, extra large, parce que finalement, j'ai jamais vu ce film projeté avec d'une telle mesure. Et j'ai dû penser aussi à un texte ou bien un livre de Florian Guettet qui dit la danse est avant tout l'écriture d'une perte. Au vol de nos fatigues, au contrôle industriel des dépenses, on peut opposer une perte qui ne soit pas un regret, mais qui soit complètement libre et désirable. C'est ce que fait la danse. Et ça m'a frappé ce soir que, en fait, cette idée de les corps dansant, et dès qu'il y a la caméra avec le son, à ce moment-là, on commence à sentir quelque chose qu'on va peut-être pas si souvent sur le podium de théâtre. Oui, en tout cas, il y a cet effet d'échelle où finalement, alors de manière très très pratique, une chose qui a été vraiment radicalement différente, c'est que d'habitude, je pense que le niveau de précision qu'on a sur scène, je dirais qu'il est autour de 10 cm, en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un a la main là au lieu de là, d'habitude, ça va. Mais là, on était vraiment au centimètre. D'un seul coup, on était à un autre niveau de précision et d'échelle. Et ça a vraiment bouleversé notre manière de travailler, en fait. Ça, c'est d'un point de vue très, très concret. Et le son, ça n'a pas effrayé parce que... Le son, en fait, ce qui était génial, c'est que comme le cadre était très défini, on savait exactement où les corps allaient aller. Donc on a pu mettre des micros très très proches, en fait. Et donc, ce qui est vrai, c'est que quand on regarde un spectacle sur scène, même si on est dans une petite salle, finalement, l'échelle qu'on regarde, c'est comme une énorme fresque, en fait, avec des danseurs en entier, etc. Tandis que là, on est plus vraiment comme une sorte vraiment de rentrer dans un détail qui est plus comme un tableau, comme une nature, enfin j'ai envie de dire comme une nature morte, même si c'est plutôt une nature vivante, mais on est à un niveau de détail qui est tout autre, un niveau de cadrage qui est tout autre aussi. Donc après, je pense qu'il y a cette dimension de la dépense qui est effectivement très forte dans la danse. Il y a cette dialectique dans un sens là entre le côté vraiment éphémère, effectivement, et sa fixation. Donc il y a la fixation de quelque chose qui ne se reproduira plus. Fixation partielle, parce que forcément, la caméra, elle a capté certaines choses, mais pas d'autres. Après, je pense quand même qu'il y a une certaine... parce que ce discours sur la danse, comme dépense, comme éphémérité, ça se dit pas, mais comme ce caractère éphémère de la danse, il y a une sorte de mystique autour de ça, qui est aussi lié à bataille, etc. Mais je pense que il y a quelque chose qui n'est pas perçu là, qui est l'écriture en fait, et qui est parce que souvent quand je parle d'écriture de danse, on me dit mais comment vous l'écrivez, comment vous la notez. En fait, il y a une écriture qui est mentale, et on a du mal à accepter l'idée qu'il y ait vraiment une écriture mentale d'une pièce. Si on prend une pièce comme Set and Reset, elle n'est pas écrite, mais elle est très précisément écrite dans un autre sens du terme en fait, et les personnes qui la connaissent, qui l'ont dansée, ont je pense une conception même plus comme ils l'ont appris par cœur, très 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 précise de cette écriture-là. Et donc je pense que comme il n'y a pas cet appui d'une trace, comme c'est quelque chose qui passe par la mémoire, il y a une invisibilisation de l'architecture, de la structure. Tu as fait une pièce sur la mémoire, sur le fifth memory, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est le titre de la dernière création qu'on présente là, en novembre au Centre Pompidou. Et c'est vrai que la question de la mémoire, du rapport du geste à la mémoire et alors c'était dans un autre sens de mémoire que j'y pensais là, mais c'était plutôt la manière dont certains gestes peuvent susciter des affects, des émotions qui sont à la fois très fortes, très intenses, mais aussi qui ne sont pas corrélées à un événement spécifique. Mais on sent, enfin, moi ça me donne l'impression qu'il réactive quelque chose dans ma mémoire physique, corporelle, mais
au sens large, donc qui inclut tout le champ affectif, psychologique, etc. Et ça, je trouve très intéressant la manière dont certains gestes ont ce pouvoir, je dirais, de réactivation comme ça de cette mémoire-là. Noué, tu es un des rares, peut-être je me trompe, hein, mais tu es un des rares danseurs, chorégraphes qui parle tellement et qui utilise tellement le mot geste. C'est rare que j'entends en Belgique ou bien aux Pays-Bas les chorégraphes qui parlent de gebaren, en allemand gesten, gestures. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, geste? Parce que tu parles constamment des gestes. Ce que j'aime bien dans le geste, c'est que c'est assez polysémique comme terme. Et surtout, pour moi, un geste, ça peut être aussi bien un signe, un symbole, comme si on dit au revoir à quelqu'un, quelque chose comme ça. Ça peut aussi, on peut parler d'un geste technique, par exemple. Donc à ce moment-là, on est plutôt dans un geste qui vise, qui est de l'ordre de l'action, du côté pragmatique et d'obtenir, je sais pas, de planter un clou dans le mur, par exemple. On peut parler d'un geste de danse où on va regarder plutôt la dimension formelle, la manière dont le mouvement se déploie dans l'espace, dans le temps, etc. Ce qu'on a vu dans la pièce que tu as fait au Centre Pompidou avec les installateurs, n'est-ce pas? Des gestes. Et en fait, justement, c'était des gestes dans ces trois sens du terme. C'est-à-dire que c'était à la fois des gestes qui avaient une fonction pratique, il fallait que l'œuvre soit installée à la fin, qui prenaient quelque part une dimension formelle par le simple fait de les mettre sur scène, et qui prenaient aussi plusieurs dimensions symboliques. Et en fait, je trouve que le geste, il crée un nœud entre le sens, la forme et la fonction, de manière très riche, en fait. Et encore avec d'autres choses, parce que je n'ai pas parlé du corps, mais il y a... Et donc, je pense que la notion de geste, elle est au cœur de plusieurs dimensions qu'on a parfois tendance à séparer, qu'on a parfois tendance à catégoriser différemment. Et c'est pour ça que je pense que j'utilise beaucoup. Pour revenir au musée, parce que nous sommes finalement dans un musée, tu étais invité par la Fondation pour une exposition à Venise, d'écrire un texte, de faire une contribution à l'exposition de Carlos Basualdo et Caroline Bourgeois sur les contrapposto di Bruce Nauman. Tu as fait un texte fabuleux que moi, j'ai jamais pu lire comme ça dans un catalogue qui est conçu par des conservateurs du musée. Et tu écris en outre, c'est que Nauman est à la fois l'agent et le patient de l'action. Il accomplit une action tout en étant l'objet transformé par cette action. Tu écris tout ça à l'occasion des contrapostos. Contrapostos, bon, quand on parle de la Renaissance, c'est quand même très important. Et on voit très bien que Bruce Nauman a commencé en 68 avec une vidéo noir et blanc qui s'appelle Transformation Piece, où dans son studio, il fait un danse contrapposto entre deux murs qui forment un corridor. Et puis, après ça, Nauman commence à monter, à installer, à construire des corridors. On peut les voir maintenant à Milano, à Hangar Bicocca. Il a fait 15, 16, 17 corridors. Et puis, tous les posti, on peut voir à Venise. Pourquoi tu t'es tellement intéressé à Nauman et le contrapposto? Parce que je pense que dans l'œuvre de Nauman, il y a cette question d'agir sur soi-même dont je parlais là tout à l'heure avec mon bras. Il la déploie de presque toutes les manières possibles. Et ensuite, il fait cette bascule qui est assez fascinante, effectivement, de ce couloir qui était un élément scénique pour la vidéo de Contrapposto. D'un seul coup, il l'expose. Et donc, quand, en tant que spectateur, on passe dans ce mur-là, il induit de manière très efficace, sans passer... Il y en a d'autres où il passe par des instructions, des consignes, quelque part, qu'il donne aux spectateurs. Mais là, sans avoir même besoin de passer par une instruction, juste par la disposition spatiale, il génère la traversée de ce mur. Elle devient une action qui est visée pour elle-même, en fait. Il y a un autre exemple que je trouve très intéressant, c'est cet escalier qu'il a construit aux États-Unis dans ce ranch avec des marches qui ont toute une hauteur un peu différente et qui obligent, en fait, au moment où on est en train de monter le mur, quelque part à prêter attention à l'action corporelle qu'on est en train de faire au moment même où on la produit. Et en fait, ça, il le décline. Après, il y a celle avec les vidéos, etc. Il décline d'énormément de manières comment on peut s'éprouver soi-même
à travers nos propres actions, en fait. Et là où, pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est que la question de la réflexivité, justement, de la conscience réflexive, du fait d'être conscient de soi-même, c'est, je sais pas, c'est une des problématiques centrales de la philosophie occidentale depuis Platon, Aristote, etc. Mais cette question de s'éprouver soi-même à travers nos propres actions, elle apparaît dans la phénoménologie, chez Merleau-Ponty, etc. Mais elle est d'abord beaucoup plus récente et elle est beaucoup plus, elle est beaucoup moins développée en fait. Cette question d'agir sur soi-même, donc d'avoir un rapport à soi-même qui passe pas par la contemplation, par l'introspection, mais qui passe par l'action et l'événement en fait. Et ça, et en plus il y a aussi quelque chose, c'est que par exemple quand on voit les vidéos de Naumann où il se laisse tomber pendant 1 heure sur le mur, par exemple, quelque chose comme ça. Bouncing back. Très vite, je trouve que, en tout cas moi, ce que ça déclenche chez moi, c'est une sorte de réflexion de qu'est-ce que j'éprouverais, qu'est-ce que je ressentirais si je faisais ça pendant 1 heure. Qu'est-ce qui m'arriverait en fait. Et c'est une manière de regarder qui est une sorte, c'est une sorte d'action réflexive au 2e degré, dans un sens, à travers l'identification de l'autre, en fait. Tu n'as jamais pensé à danser, chorégraphier ton texte sur Bruce Nauman? Ce serait intéressant, parce que je pense, mais parce que j'ai dans Mouvement sur Mouvement, il y a la pièce de 2013 déjà, voilà, la première commande du Festival d'automne, je pense, n'est-ce pas? Oui, absolument. Là, tu parles plutôt de William Forsythe. Là, les mouvements viennent de conférences de William Forsythe où, en fait, il explique son approche du mouvement. J'ai retiré tout le texte, mais j'ai appris les mouvements le plus précisément possible. Et ce qui m'intéressait, c'est que ces mouvements, c'est des gestes, justement, des gestes. qui développent une réflexion sur le mouvement. Donc, c'est les gestes les plus réflexifs qui soient, dans un sens. C'est des gestes qui parlent du mouvement, mais à travers le geste, à travers le mode d'élaboration du sens très particulier qu'ont les gestes, et qui est très différent de celui de la parole. Et donc il y a cette sorte de texte gestuel, et j'ai ajouté un autre texte que j'ai écrit moi-même. Donc oui, en effet, ce serait intriguant d'imaginer un texte gestuel qui puisse être le contrepoint, le contrepoint du texte, mais ce travail sur mouvement était, quand j'ai repris la pièce là, au début je me suis dit mais pourquoi je me suis imposé ça à moi-même. Ça fait partie du Festival d'automne, du paquet. Oui, du paquet. Et c'est vrai que je me suis dit, donc ce serait un travail assez colossal. Mais bon, je le garde en tête, peut-être. Très bien. Bon, on a 2 microphones, un microphone pour vous. Je suis sûr que vous avez envie de poser des questions à Noé Solier. Il nous a donné, j'ai compté au moins 5 petites performances, Noé, de textes et des gestes que tu as fait pour nous. Est-ce que vous avez envie de poser des questions? Toutes les questions que vous voulez toujours poser à un chorégraphe, à un danseur. Voilà. Voilà, vous avez une question. Est-ce qu'il y a un microphone, s'il vous plaît? Ah oui, voilà. Non, mais on préfère quand même parce qu'on va documenter tout cela, n'est-ce pas? Bon, alors, il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais bien que vous reveniez. Il y avait d'une part cette idée que le geste, quand il est géométrique, il fait le corps s'éprouver comme étant géométrique. Et la question vous avez dit que c'était pas vraiment une nature morte, mais une nature vivante. Et je trouve ça dessinait pour moi un paradoxe, et je voulais l'avis sur ce sentiment que j'ai eu. C'est que d'un côté, le geste, quand on le voit chorégraphié sur une scène, il va bien sûr dessiner aussi l'espace. C'est le corps, il s'éprouve dans un mouvement, et en s'éprouvant dans un mouvement, il y a un prolongement de ce mouvement dans l'espace. Et la géométrie dépasse le corps, elle va créer des lignes, etc. Et je trouve que ça, du coup, dans le film Fragment, on le voit super bien. Parce que justement, il y a un cadre. Enfin, c'était votre remarque tout à l'heure, avant la projection, était super intéressante à ce sujet. Et du coup, je trouve que ça densifie l'idée de l'espace. Comment le corps crée un espace. Et de l'autre côté, le film Fragment, je me dis, mais est-ce que c'est un corps
du spectacle vivant, parce qu'on a la trace et du corps et de l'espace, mais il n'est plus en train de se faire devant nous. Donc, cette trace, quel statut vous donnez à cette trace? Est-ce que c'est encore de la chorégraphie? Est-ce que c'est encore du spectacle vivant? Ou qu'est-ce qui reste dans ce passage? Je trouve que, parce que l'un et l'autre montrent des aspects de l'un et de l'autre comme un espèce de microscope, vous voyez, comme un espèce de détail. On s'approche d'une certaine abstraction, mais c'est comme ça qu'on voit le détail, en fait. Donc, est-ce que c'est je suis sûre que c'est des questions qui vous traversent. Enfin, c'est très phénoménologique aussi. Je vous suis là-dessus. Mais donc, comment vous réfléchissez ça? Noé. Alors, je vais peut-être d'abord répondre quand je disais nature vivante, c'était pas parce que c'était du spectacle vivant, mais plutôt que d'habitude dans les natures mortes, c'est plutôt par opposition à la peinture de paysage où on a disons qu'on n'a pas les plantes elles-mêmes, on a leur représentation. Donc là, je pense que c'est quand même une représentation. Hein. C'est pas, pour moi, c'est très différent d'avoir les danseurs en vrai et d'avoir ça c'est sûr. Après, sur la première question, sur le fait d'éprouver la dimension géométrique de soi-même, disons que ce que je trouve très intéressant, c'est la différence entre penser à la dimension géométrique de soi-même, c'est-à-dire si on pourrait, je sais pas, observer le ratio entre l'amplitude des bras et la hauteur du corps, ou combien de têtes on peut mettre dans un corps, ou des choses comme ça, et se mettre en mouvement soi-même d'après des coordonnées géométriques qui, grâce à... Ce que je veux dire, c'est qu'on a cette capacité très forte, dès qu'on est familier avec une séquence de mouvement, qu'elle se déploie sans qu'on ait besoin de la guider volontairement. Exactement comme quand on conduit une voiture ou quelque chose comme ça. Les mouvements s'enclenchent d'eux-mêmes. Comme en cuisine. Exactement. Et, donc il y a une sorte on peut quelque part déléguer en fait la conduite du mouvement à notre système moteur d'une manière ou d'une autre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que donc on n'est pas en train de penser thématiquement à la géométrie, mais on l'éprouve, on la vit à travers le mouvement qu'on est en train de traverser. Et juste pour revenir à cet autre aspect de la géométrie, en tout cas dans Fragment, ce qui m'intéressait, c'est qu'aussi en fait on a presque toujours le centre du corps. Et ça m'a rappelé quand dans ce classique, quand on danse en fait avec, enfin dans les pas de deux en fait, et qu'on danse avec une danseuse pour pouvoir faire en sorte que son centre de gravité soit au-dessus en fait de ses pieds au bon endroit. On regarde toujours en fait le centre du corps. Parce que ça permet, juste en regardant cet endroit-là, en fait, de savoir où est le reste du corps de manière très, très intuitive. Et ce qui m'est apparu là, c'est que même si un peu comme les bustes d'ailleurs de la Renaissance à nouveau, où souvent on n'a pas les bras, les jambes, etc., mais c'est très facile d'après la torsion, en fait, et le positionnement du centre du corps, de projeter le reste, en fait, de projeter l'inclinaison de la tête, les bras, de manière extrêmement intuitive. Donc il y a une sorte de... et c'est vrai que c'est assez atypique parce que d'habitude, justement, les plans au cinéma... Tu peux aussi te mettre debout, hein, nous montrer. Si c'est vrai, mais d'habitude, les plans au cinéma, le plan américain, voilà, il y a toujours la tête, sauf les gros plans. Tandis que là, il y a rarement la tête. Enfin, quand la tête rentre, c'est parce qu'elle descend dans le cadre, en fait. Donc, le centre du corps devient le centre de l'attention. Et c'est vrai que voilà, il y a quelque chose par rapport. Ce qui est fabuleux dans le film de Tessita Dean sur Merce Cunningham, Still, n'est-ce pas? Je pense que ça, c'est une très bonne illustration. C'est un film que vous devez absolument voir parce que ça parle exactement de ça. Merce qui n'est plus capable de bouger, mais qui est assis, et il interprète donc la pièce de John Cage, Still, devant la caméra de Tessita Dean. Moi, je pense que le travail de caméra ou bien le travail de cinéaste sur la danse n'est toujours pas fini. On a eu cette hausse de film dance. Il y a une énorme collection au Centre Pompidou. Mais je pense qu'il faut le reprendre, ce répertoire. Parce que c'est ça qu'on peut voir aussi à Fragment. Il reste beaucoup de choses à dire et à faire. Oui, parce que je pense qu'au fond,
je disais qu'il n'y avait pas de notation très partagée, on va dire. Il y a plein de notations de la danse, mais il n'y en a pas une qui est une sorte comme ça, d'hégémonie, un peu comme la notation musicale. Mais je pense qu'effectivement, par exemple, si on essaye mentalement de faire bouger un corps dans sa tête, on perd le fil très très vite. Si vous essayez de chorégraphier, un peu comme c'est difficile si on prend un polygone, de le faire tourner dans l'espace, mais c'est encore beaucoup plus difficile. Alors, si vous faites une action très simple comme marcher et tout, on peut visualiser la personne, etc. Mais dès que vous essayez de construire des mouvements un peu plus compliqués, c'est vraiment très difficile. Et je pense qu'il y a une sorte de relation assez intrigante entre la chorégraphie, le cinéma, enfin la vidéo et le cinéma, et probablement l'animation, même si c'est assez qui se tisse autour de zones en fait de compréhension et d'éprouver, à la fois d'éprouver et d'analyser des aspects de notre vie corporelle qui nous sont encore un peu aveugles en fait, je veux dire, ou qui nous sont encore un peu voilés. En tout cas, je pense qu'il y a il y a une zone là qui est très fertile et qui est extrêmement complexe à modéliser, dans un sens, à appréhender, en fait. Et je pense que ce dialogue entre chorégraphie, vidéo et animation, il peut être très fertile pour aller plus loin, mais parce qu'au fond, avant, la sculpture, la peinture travaille ça, de dire mais comment on arrive à représenter un disco ball, comment on arrive à représenter le corps en mouvement, comment on arrive à saisir les pattes d'un cheval qui court, etc. Donc je pense que c'est une sorte de capacité à faire retour et à saisir des dimensions de notre expérience corporelle qui sont très intimes et qui nous échappent en grande partie. Est-ce qu'il y a encore une question pour Noé Solier? Là, je vois, parce que on voit presque rien du tout derrière dans la salle. Merci que vous avez continué à... Oui. Ok. S'il vous plaît. J'avais une question un petit peu plus spécifique sur le son, pour Fragment en particulier. C'est vrai que pour le coup, vous parliez tout à l'heure du fait qu'on a rarement accès au son qu'émettent les danseurs d'aussi proche. Et donc la proximité des micros nous le permet pour cette pièce-là, mais c'est vrai que c'est assez rare. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez particulièrement travaillé, notamment en termes de rythmique, sur toute la respiration des danseurs, sur leur intensité? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé avec eux, ou c'est quelque chose qui est venu d'eux-mêmes à travers la chorégraphie en elle-même? C'est plutôt la deuxième. C'est-à-dire qu'on n'a pas, j'ai pas modifié ou je leur ai pas demandé de moduler, par exemple, les sons qu'ils produisaient. Mais néanmoins, la dimension rythmique et dynamique est complètement liée à la dimension rythmique et dynamique de la chorégraphie. Et donc, c'était aussi la précision de cette dimension-là qui a produit cette musique-là, en fait, on pourrait dire dans un sens, qui est un effet dérivé de la chorégraphie. Mais comme la chorégraphie est elle-même écrite en grande partie en termes de rythme et d'intensité, ça fait, en fait, je dirais, ressortir une dimension musicale du mouvement qui est présente dans le mouvement lui-même. Merci. Voilà. Encore une question? Moi, j'ai une question pour toi. Dans ta génération et la génération avant toi, on utilise souvent donc le terme de-skilling. Ça veut dire que l'idée qu'un danseur doit être capable d'utiliser et de déconstruire un vocabulaire classique, il y avait de moins en moins d'intérêt de la part des chorégraphes et on parlait surtout de de-skilling. Et avant notre discussion, tu m'as dit je vais travailler sans doute avec le NDT, avec le Nieuwe Danstheater à La Haye. Et là, tu m'as dit, ce sont des très bons danseurs. Qu'est-ce que c'est pour toi un très bon danseur, cher Noé? Ils sont incroyables, ça c'est vrai. Non, mais qu'est-ce que c'est un très bon danseur? Parce que le de-skilling pour toi, donc le fait Moi, j'adore le skills, en fait. Enfin, au sens où... le savoir-faire, voilà, c'est ça. Mais en fait, je pense qu'il y a eu toute une
il peut y avoir quelque chose de très enfermant dans les skills, dans certains Dans types les de savoir-faire. dans certains oui. types de savoir-faire parce qu'ils peuvent être limitants. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de très Libératoire. libératoire, empowering dans la multiplicité en fait des savoir-faire. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette génération-là de danseurs, c'est que ils ont ceux-là, hein, c'est pas le cas. Ils ont une base classique très 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 solide, mais ils ont une mobilité en fait dans la colonne. Ils ont un rapport à l'organicité, aux appuis qui n'était pas aussi forte en fait avant. En tout cas, on les trouvait pas chez le même type de danseurs. Soit on avait des danseurs qui avaient plus pratiqué les techniques somatiques, le release, etc. Soit on avait des danseurs qui étaient plus dans cette tonicité. Et en fait, une des choses que j'essaye de travailler là, et c'est pas dans l'idée d'une synthèse, mais c'est vrai qu'on avait un peu soit une danse qui travaillait vraiment le relâchement, la fluidité, l'économie de moyens, soit une danse hyper tonique, hyper explosive, etc., comme chez Balanchine ou chez Forsyth. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut avoir dans un même corps la tonicité, l'accélération et le relâchement, mais qui soient répartis dans le corps, en fait. Donc, par exemple, si on va lancer la main, on peut avoir une main qui soit vraiment relâchée, etc., mais que dans le reste du corps, il y ait une accélération et un tonus qui... Et ça, c'est difficile à travailler, mais c'est possible. Mais c'est intéressant. Là, tu vas prendre ton pied dès que tu peux travailler avec Trisha Brown Company, n'est-ce pas? Absolument. Parce que Noé Solier va travailler pour le Trisha Brown Company. Et s'il y a des gens qui savent faire ça, c'est notamment les danseurs de Trisha Brown. Oui, mais ce serait intéressant parce qu'ils Qui travaillent... n'est jamais content. Oui, oui, mais... Mais ils travaillent beaucoup plus le côté... Alors, je sais pas, j'espère qu'ils ne seraient pas mécontents de m'entendre dire ça, mais ils travaillent plus l'économie de moyens, le rapport le plus juste à l'alignement des volumes, au poids, etc. Et ils travaillent beaucoup moins la contraction, l'explosivité, la dimension musculaire, en fait. Donc pour moi, ça va être vraiment amusant d'avoir ces danses. Alors après, les danseurs de la compagnie Trisha Brown aujourd'hui, ils dansent pas que du Trisha Brown. Non, évidemment pas. Mais quand même, ils sont ancrés dans ce rapport-là au mouvement. Et ce serait intéressant sur ce projet-là de voir quel dialogue se crée entre Moi, ce qui m'a intéressé dans ce projet-là, c'est qu'au fond, je pense que l'héritage de Trisha Brown, bien sûr, il y a les œuvres, il y a les pièces, mais il y a quelque chose de très précieux et d'assez difficile à capturer, qui est une manière de bouger, qui est liée à un certain type d'entraînement, un certain type de préparation et une certaine technique de corps qui appartient à cette compagnie-là, en fait, et qui se transmet. Pour l'instant, elle se transmet encore. Et donc, c'est comment créer un dialogue entre cette technique de corps-là, sans la nier, et celle que j'essaye de développer, et de voir comment elles se déplacent mutuellement, en fait. Il donne vraiment envie de danser, n'est-ce pas? Merci Noé Solier, merci à vous tous, merci pour votre film, et on va tous voir Festival de Tom, le package de Noé Solier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.